En fait, toutes nos journées, elles ont été construites avec des designers sur les méthodes design thinking notamment, pour garantir ce passage à l'action. Parce que la promesse qu'on fait à un DRH qui vient nous rejoindre, c'est qu'à la fin de la journée, il repart avec un plan d'action opérationnel qui fait le lendemain. Je peux aller voir mon DG, je peux lui parler du sujet, je sais déjà potentiellement quelles sont les premières actions que je vais vouloir mettre en place pour aborder mon sujet et le traiter par rapport à mon degré de maturité dans mon organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Bonjour Étienne. Bonjour Clément. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, je suis avec Étienne Agenot. Alors Étienne, tu es un DRH entrepreneur, c'est comme ça que tu te décris. Quand je t'ai demandé en introduction de trouver un mot pour te décrire, c'est le mot que tu as choisi, tu vas nous en dire plus juste après. Et tu es notamment co-dirigeant de l'Étincelle RH, tu vas aussi nous en dire plus. Et puis tu as également lancé l'année dernière Pragma. Alors, on voulait en savoir plus dans cet épisode hors série sur Pragma. Super parcours, parcours aujourd'hui qui accompagne l'action, le passage à l'action des DRH. Et j'en dis pas plus, je te laisse plutôt te présenter, peut-être refaire un petit topo sur ton parcours, puisque avant d'être un DRH entrepreneur, tu as commencé avant la partie entrepreneuriat par la partie RH et tu as beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise. À toi la parole. Ouais, tout à fait. Ouais, des DRH entrepreneurs, en tout cas, j'aime bien moi ce terme parce que j'ai 20 ans dans la fonction RH. Donc moi, je suis un pur profil ressources humaines. J'ai fait 7 ans dans les télécoms chez SFR où j'ai appris le métier à la belle époque de SFR, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où SFR était très en avant sur les enjeux de développement RH, de formation, d'accompagnement des compétences. J'ai passé ensuite 7 ans et demi dans l'univers du retail et de l'industrie au sein du groupe ERAM, où là, j'étais DRH de différentes divisions, dans un univers là bousculé par des évolutions de business model, de consommation, qu'oblige à se réinventer, donc avec des vrais enjeux de transformation, notamment culturelle, en plus des transformations business. J'ai passé ensuite 3 ans et demi dans les services à la personne chez WeCare, qui est le leader français, donc sur des métiers d'auxiliaire de vie, assistante ménagère. Donc pareil, avec des vrais enjeux là d'attractivité et de recrutement. Et depuis 2021, je co-dirige l'Étincelle RH, qui est un cabinet de recrutement, de conseil et de formation. En fait, on accompagne les dirigeants et les DRH sur tous leurs enjeux d'attractivité, mais surtout à transformer aussi la fonction RH pour qu'elle ait plus d'impact au sein des organisations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du monde de l'entreprise, équipe formation, équipe RH, au monde de l'entrepreneuriat ? La notion d'impact que j'évoque, je pense vraiment de mettre en tout cas à la fois mon expertise, mais d'aller me nourrir de plein d'univers différents, d'apporter un regard et d'aider ces organisations à évoluer à la fois dans leur pratique, dans leur politique RH, dans leur démarche d'attractivité, pour renforcer l'impact de la fonction RH. Parce que mais on en reparlera après sûrement avec Pragma, mais cette notion d'impact, elle est importante pour moi. Et je crois beaucoup que la fonction RH, en fait, c'est pas une fonction de pouvoir, c'est une fonction d'impact. On est là pour faire bouger les choses, mais au service des organisations et au service du développement des collaborateurs. Ouais, alors avant de parler de l'impact et de Pragma RH notamment, je voulais qu'on revienne rapidement sur, tu as cité SFR, tu as cité le groupe ERAM, le groupe WeCare. Qu'est-ce que tu as vu en termes de transformation dans ces organisations, ces 3 entreprises, et quelle a été l'évolution dans le monde de la formation et des RH dans ces entreprises entre ton démarrage chez SFR et puis peut-être la fin chez WeCare? Je pense qu'une chose, j'ai démarré en fait dans une organisation où la fonction RH était ultra bien positionnée. En fait, SFR, en fait, on est beaucoup à avoir vécu l'expérience SFR il y a 20 ans et à finalement se dire aujourd'hui que SFR était ultra en avance. En termes de politique, en termes de positionnement, en termes d'action, en termes de vision. On parle aujourd'hui beaucoup des démarches compétences, des skill-based organization. En fait, les démarches compétences, moi, je les ai connues chez SFR. Et on était en quelle année, pardon? On était en 2004. 2004, ok. Ce qui ne me rajeunit pas, c'est ça. Ouais. On était en 2004, mais on avait un centre de formation, Espace Campus, à l'époque piloté par Marc Denry, qui est quelqu'un de connu dans le monde de la formation, avec une approche en tout cas compétences très forte, des logiques de développement des talents, de people review assez abouties, et des enjeux de transformation. Et en fait, je pense que j'ai vécu moi dans toutes ces 3 organisations et qui à chaque fois, je pense, sont présentes aujourd'hui dans la plupart des structures. C'est la transformation des métiers. Chez SFR, à une vitesse folle. Moi, j'ai connu des réorganisations tous les 6 mois. On changeait de manager, N+2 tous les 6 mois aussi, parce que les organisations bougeaient ultra rapidement. Je suis arrivé ensuite dans le monde du retail, qui était un monde peut-être moins habitué à ces transformations, mais qui vivait des transformations rapides, ou en tout cas qui s'accéléraient. Les gens consomment moins,
l'équipement de la personne, on a une baisse de consommation, on a une baisse de fréquentation dans les centres-villes. Tout ça oblige les entreprises à revoir leur business model, donc à revoir les métiers, à revoir la valeur ajoutée, la proposition de service. Et donc derrière, c'est quoi l'impact ? C'est un impact de métier et de compétences. Et puis ensuite, les services à la personne chez WeCare. Là, on est dans un métier qui n'est pas transformable par l'IA, une auxiliaire de vie, ça va être compliqué. Néanmoins, donc là, on revient sur un métier qui sont ces métiers de l'ombre qu'on a connus pendant le Covid, mais qui sont des métiers pleins de sens, mais peut-être pas assez valorisés, pas assez rémunérateurs, qui ont des vrais enjeux d'attractivité. Et donc, pareil, comment on se transforme pour redonner envie aux gens de venir vers ces métiers ? Comment on transforme nos pratiques pour mieux les fidéliser et mieux les conserver ? En tout cas dans l'entreprise, les aider à se développer. Donc je pense que le fil rouge, en tout cas, de mon parcours, c'est vraiment cet enjeu de transformation. Et donc comment on accompagne les organisations à se transformer dans leur pratique, dans leur culture, pour faire face aux évolutions business. Ok, merci pour ces précisions. Et donc après, l'étincelle RH. Tout à fait. Donc l'étincelle RH, un petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, l'étincelle RH, c'est un cabinet qui a été créé il y a 15 ans maintenant, pareil, qui n'est pas tout jeune, qui a été créé par Anne, mon associée. Anne est psychologue sociale et en fait, elle a créé le cabinet par cette volonté d'aller accompagner les PME, les ETI, à les aider à se développer et à avoir de l'impact dans l'organisation. Donc notre métier à l'étincelle RH, il est très centré sur l'attractivité. C'est-à-dire qu'on fait du recrutement, du conseil en recrutement. On n'est pas là pour pousser des CV, on est là pour venir challenger un besoin, on est là pour venir pour décrypter une organisation, pour aider l'organisation à se projeter dans ses besoins de demain et puis à trouver les bons profils qui y correspondent. On a aussi une offre d'assessment où là, on est là pour accompagner l'évolution de ce potentiel managérial, en tout cas les évolutions internes. Et puis, on a toute une offre de conseils, de formation qui vise à accompagner les pratiques et à les aider à se transformer. Donc vraiment, notre enjeu, en tout cas, on aime bien dire à l'étincelle, c'est d'aider à recruter et développer les ressources humaines avec impact, pragmatisme et sans conformisme. Ça, c'est le côté psychologue de Anne qui nous amène à, pas réinventer, mais en tout cas à toujours repartir d'une feuille blanche pour éviter dans des habitudes de reproduire des schémas qui sont peut-être plus les bons aujourd'hui. Tu as beaucoup appuyé sur pragmatisme. Oui. C'est de là que vient Pragma derrière Alors, c'est la culture de l'étincelle. Pragma, il vient à la fois de cette logique de se dire comment on a de l'impact dans les organisations. Et puis, il vient de mon passé, moi, de DRH, où j'ai été amené à participer à plein de réseaux RH différents, qui sont ultra intéressants et enrichissants. Mais tu vas des petits déj, tu vas des... C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est un autre réseau RH parmi tant d'autres, Pragma ou pas ? Et qu'est-ce qui différencie ? C'est un réseau au sens de la communauté de DRH qui se réunissent. C'est 10-15 DRH qui vont se réunir. Par contre, ce n'est pas un réseau au sens de l'exploration et de la découverte telle qu'on la connaît dans tous ces réseaux. Où on repart en entreprise en disant c'est ultra intéressant, je me suis enrichi, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je l'utilise, comment je passe à l'action. Et en fait, Pragma, ça repose sur moi une conviction forte que j'ai développée pendant 20 ans, qui est la conviction autour de cette organisation apprenante, qui est un sujet qui est cher à Edflex, mais qui repose notamment sur le fameux modèle 70-20-10. 70% des compétences qu'on développe, c'est en faisant, 20% avec nos pairs et 10% en théorie. Et en fait, l'enjeu, c'était de dire comment on crée un parcours dans lequel on vient mettre le focus sur les 70%. Comment on vient aider les DRH à certes se nourrir et à ouvrir leur regard, ouvrir leur vision, mais on vient les aider à passer à l'action et donc à apprendre en faisant sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas appréhender. Et donc vraiment l'objectif de Pragma, dans cette notion de pragmatisme et qui va jusqu'au bout de la phrase, c'est Pragma, les RH aux manches retroussées, qui est un peu long, mais qui est cette notion de se dire, en fait, on va se retrousser les manches ensemble pour mettre les mains dans le cambouis, pour apprendre ensemble et faire en apprenant. Arrêtons d'avoir on a parfois tendance, mais dans la fonction RH comme d'autres, à bien aimer les concepts. On aime bien conceptualiser, on aime bien, voilà, ça permet d'aider à la réflexion, c'est important, mais l'enjeu, c'est comment on passe à l'action et comment on rend ça concret, mais pragmatique au sens efficient au sein de l'organisation. Et alors, la question que je me posais, tu disais les RH aux manches retroussées, c'est ça ? Concrètement, j'arrive en tant que DRH ou RH dans un événement, dans un parcours Pragma, ça se passe comment ? C'est quoi mon premier jour ou mon premier parcours ou mon premier moment ? Alors, Pragma, c'est 5 journées de formation-action qui sont toutes construites de la même façon, mais avec des thématiques et des experts différents. En fait, Pragma, ma première journée, comment je vais la vivre ? J'ai
toujours un démarrage qui est l'ouverture sur un sujet par un expert du sujet. Et quand je dis un expert du sujet, c'est pas un consultant de l'étincelle RH. Pragma, c'est pas le club de l'étincelle RH. L'étincelle RH est un membre fondateur de ce club, mais on a d'autres acteurs qui sont engagés avec nous sur le sujet, dont Edflex, qui met à disposition la plateforme et le contenu. Mais en fait, Pragma, donc on va démarrer la journée par une exploration sur un sujet. On va, comme dit Anne, souvent décoller la pulpe, venir questionner nos fondamentaux, venir remettre en question nos visions, nos partis pris sur le sujet. Donc ça, c'est la phase d'ouverture. Ensuite, la fin de matinée, on va rentrer dans la phase de diagnostic, qui est se dire, est-ce que ce qui m'a été partagé aujourd'hui, ça correspond à ma réalité ? Où est-ce que moi j'en suis dans mon organisation ? Parce que chaque organisation a un degré de maturité sur le sujet qui peut être différent, un état d'avancement différent. Donc on va vraiment passer ce temps-là de diagnostic sur le sujet. Et puis ensuite, l'après-midi, on va passer à l'action. Et en fait, toutes nos journées, elles ont été construites avec des designers sur les méthodes design thinking notamment, pour garantir ce passage à l'action. Parce que la promesse qu'on fait à un DRH qui vient nous rejoindre, c'est qu'à la fin de la journée, il repart avec un plan d'action opérationnel qui fait le lendemain. Je peux aller voir mon DG, je peux lui parler du sujet. Je sais déjà potentiellement quelles sont les premières actions que je vais vouloir mettre en place pour aborder mon sujet et le traiter par rapport à mon degré de maturité dans mon organisation. Et alors, première journée, tu viens de l'expliquer. Deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, cinquième journée. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Chaque journée va être sur une thématique différente. Donc la première journée, par exemple, si je prends le parcours de cette année, parce que les thématiques changent chaque année, elles sont vraiment adaptées aux enjeux des DRH qui nous rejoignent. On va travailler avec eux, on va construire ces thématiques. Mais si je prends cette année, ma première journée, c'est les RH en 2030. Là, on a une experte en design fiction qui va nous emmener en 2030. Donc, on va traiter les enjeux économiques, environnementaux, démographiques, et on va se poser la question de quel impact ça a sur la fonction RH. Et ensuite, on va rentrer en entonnoir. C'est-à-dire, OK, ça c'est la vision. Mais moi, DRH, c'est quoi ma vision 2030 ? Quel impact je veux avoir dans l'organisation ? Qu'est-ce que je veux que mon dirigeant ait dit de moi en 2030, de la fonction ? Qu'est-ce que je veux que mes collaborateurs pensent de l'expérience collaborateur ? Sur quoi je veux que mes partenaires sociaux, ils aient négocié un accord qui apporte de la valeur à l'entreprise ? Donc on va poser cette vision. Et ensuite, on va poser les priorités. Et puis au fur et à mesure de l'après-midi, on va arriver à un plan d'action, qui est le plan d'action de mes 12 prochains mois. 2030, c'est en 2030. Si on veut être pragmatique, c'est comment on y va étape par étape. Donc ça, c'est la première journée. Deuxième journée, on va travailler l'organisation apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je revisite ma politique de formation ? Et donc là, on a deux experts. On a Morgane Bévier de Fortis et Thierry Bonneau, notamment Thierry qui est l'ancien patron learning de Danone, qui ont construit tous les deux cette journée. Et donc là, on va passer en revue le degré de maturité de mon organisation sur cette organisation apprenante, sur la base de la boussole et du modèle qu'ont construit Thierry et Morgane. Et on va finir à la fin de la journée avec un plan d'action, de se dire quelles sont les actions que j'enclenche pour renforcer la culture d'organisation apprenante dans mon entreprise. Troisième thématique, tu vas voir qu'on est toujours sur le même modèle. Troisième thématique, la rémunération, mais pas que. Donc là, on va traiter les enjeux de politique de rémunération, de transparence de la rémunération, qui est le sujet du moment. Et donc là, c'est Sandrine Dorbe, qui est une experte du sujet, qui a écrit plusieurs livres autour du sujet, qui va accompagner. Et donc pareil, on va se poser la question de c'est quoi l'ambition de ma politique de rémunération ? Qu'est-ce que je veux rémunérer dans mon entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi les éléments indirects qui existent ? Et comment je structure ma politique de rémunération pour arriver à la fin de la journée à avoir posé les sujets ? Quatrième journée, même modèle, mais là on traite ma posture RH. Donc là, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, mais on va être amené à faire un empathy map de mon codir. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon codir pense, voit, dit de la fonction RH ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce que j'en suis, moi, en degré de maturité, sur 5 niveaux de maturité dans ma fonction, où j'en suis sur le sujet ? Et derrière, là du travail de coaching collectif avec Julie Tellier, qui est une ex-DRH, on va travailler sur le sujet. Et puis, 5e journée, on va travailler sur la data. Non pas sur l'IA, mais sur les enjeux de data. Qu'est-ce que ça veut dire, piloter la data en tant que DRH ? Comment je reprends de l'impact sur le sujet en codir, en maîtrisant moi la data ? Comment je me prépare à l'arrivée de l'IA avec une data bien maîtrisée ? Et donc là, pareil, on va diagnostiquer, on va poser les méthodes. Et en fait, à la fin de ces 5 journées, je ressors avec un plan d'action opérationnel. Il y a un DRH qui nous disait lors de la 3e journée, là récemment, mais j'ai du boulot à chaque fois. Mais en fait, chacun vient prioriser derrière.
J'ai échangé avec une DRH qui est la secrétaire générale d'Atlantique Habitation, il y a 15 jours, qui me disait en fait, je suis revenu de la journée, j'ai reposé toute ma politique de REM. J'ai tout recensé ce que j'avais, j'ai tout reposé mon modèle, j'ai écrit 8 pages sur c'est quoi la philosophie de la politique de rémunération. Et en fait, je suis prête à venir challenger le sujet avec mon codir, à poser les choses et à passer à l'action. Donc vraiment, en fait, le concept de ce qu'on va y retrouver, c'est des journées qui sont vraiment structurées avec les méthodes du design dans lesquelles on travaille. Je viens transpirer. C'est vraiment ça la philosophie de la journée. Et puis, j'en repars avec un plan d'action. Une question que je me posais, ça a l'air passionnant. Ça coûte combien tout ça? S'il y a un prix, j'imagine, derrière tout ça. Comment on accède Pragma RH? J'imagine que certains nous écoutent et se disent peut-être, tiens, ça m'intéresse. Bien sûr. Comment ça se passe? En fait, Pragma RH, c'est donc une communauté de 10 à 15 DRH. On a une promotion qui a démarré à Nantes. On est en train de lancer une nouvelle promotion en Vendée. On est en train d'en lancer à Paris aussi. On a d'autres réflexions sur d'autres villes de France sur le sujet. Donc déjà, si on est intéressé, il suffit de venir nous contacter, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a une page LinkedIn liée à Pragma avec laquelle on peut rentrer en relation. Ensuite, le parcours, il englobe 3 choses pour être transparent. Il englobe les 5 journées de formation action. Il englobe 2 heures qui sont 2 fois 1 heure d'accompagnement individuel. C'est-à-dire qu'entre les sessions 2 et 3 et 4 et 5, on va faire un point pour dire où j'en suis, c'est quoi mes difficultés, c'est quoi les sujets qui me manquent, de quoi j'aurais besoin. On va venir nous aider ce passage à l'action. Et puis le 3e volet, c'est qu'on estime que l'organisation apprenante, c'est aussi de l'apprentissage en autonomie. Et c'est là où on a l'accès à la plateforme EdFlex qui permet avec plus de 1000 ressources aux DRH de pouvoir aller approfondir les sujets s'ils le souhaitent sur la plateforme. Et l'ensemble de ce dispositif-là, c'est 3 600 €. Ok. Et c'est quoi la typologie d'entreprises, de DRH qui sont présents? Des grandes entreprises, des PME, des plus petites entreprises? On a les deux. Je veux dire, dans le groupe actuel sur Nantes, j'ai des DRH de PME, on va dire, d'une centaine de collaborateurs. J'ai des DRH de start-up en forte croissance. Je pense à Carole, la DRH EdFlex. J'ai des DRH d'ETI qui vont faire 2000, 3000, 4000 collaborateurs. Donc j'ai vraiment une typologie, on va dire, assez variée et qui permet justement d'échanger. Et en fait, dans la session de travail qu'on a, nous, l'après-midi, on organise des travails en groupe, en binôme et en individuel. Et donc, quand on est en binôme, on répartit les DRH par périmètre ou entité à peu près similaire. Tu vois, on avait 3 DRH d'organismes de formation qui étaient ensemble, d'écoles. Ils ont travaillé ensemble sur le sujet de la politique de rémunération. Les périmètres PME, start-up en croissance ont travaillé ensemble. Donc, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse à tout le monde, que ce soit de la PME, de l'ETI. Et puis, c'est même un dispositif, si je vais plus loin, qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais que je pourrais imaginer demain déployer dans des grands groupes, en intra-entreprise, en disant, en fait, aidons vos 10 DRH de toutes vos business units à passer à l'action avec un parcours Pragma qui leur est dédié. Et c'est qui le concurrent de Pragma RH? Je me posais la question en t'écoutant. Il n'y en a pas vraiment. J'imagine que parfois, tu as des parcours de formation plus classiques, des programmes de formation continue, mais est-ce qu'il y a un concurrent direct dont vous êtes inspiré ou... Non, enfin, j'ai pas moi identifié de concurrents directs, j'ai identifié des concurrents qui font des choses qui sont des réseaux et des communautés, mais des communautés réellement apprenantes au sens où moi je l'entends, de ce passage à l'action, j'en ai pas identifié. J'ai identifié des communautés qui sont des communautés où on va aller se nourrir de témoignages, de partage de pratiques, donc qui traitent finalement les 20 et les 10%. C'est-à-dire on est entre pairs et on a des échanges de pratiques. Il y a des réseaux qui sont les réseaux République RH, Big Boss et autres, dans lesquels on va échanger avec d'autres pairs, mais avec des solutions, avec voilà, des formats de modèles où c'est les solutions qui payent nos participations. Et en effet, on passe parfois pas à l'action. C'est ça. Je vois très bien ce que tu vois, donc ce que tu veux dire. on vient se nourrir, on vient échanger, on vient passer un bon moment convivial, mais il se passe pas grand-chose. Après, il y a d'autres réseaux comme la NDRH, mais qui sont des réseaux dans lesquels on a du fond, du concret, mais sur lequel le passage à l'action, je veux dire, il relève là des DRH à l'issue de ces ateliers. C'est-à-dire que moi, je vois la NDRH Loire-Atlantique, c'est un groupe qui est ultra dynamique, dans lequel il y a plein de beaux sujets. Mais en fait, on va se nourrir. Ensuite, à chacun de prendre le sujet pour passer à l'action. Donc, vraiment un modèle de communauté apprenante dans lequel on ressort avec un plan d'action opérationnel, dans lequel on passe non pas une demi-journée, un petit déj ou une soirée, mais une journée complète à travailler, à transpirer. J'en ai pas identifié. S'il y en a, je suis preneur parce que ça m'intéresse de connaître la concurrence. Mais à mon sens, ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a, nous, amené à créer. C'est qu'en fait, moi, j'ai identifié que quand j'étais DRH, ça n'existait pas. Et donc, j'avais envie d'apporter cette valeur ajoutée aux DRH. Ok. Question que je me pose en t'écoutant, tu as beaucoup
citer les enjeux des DRH, les RH en 2030 notamment. Toi qui es au contact de cette population-là, c'est quoi le principal enjeu aujourd'hui? Et une deuxième question, l'enjeu de demain, c'est quoi l'enjeu principal pour réussir en 2030? Qu'est-ce que tu entends du terrain? Ouais, en fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est à plusieurs niveaux, mais qui est l'enjeu de demain aussi. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'enjeu de la transformation. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde incertain, on le dit, et donc le DRH, il doit pallier entre deux choses, à la fois gérer le régalien, le récurrent de la fonction RH, qui est chronophage, qui prend du temps, sur lequel on épuise beaucoup d'énergie. En fait, on le voit avec tous les sondages sur comment les DRH se sentent, mais il doit aussi être un vrai partenaire, en tout cas, sur le sujet. Moi, j'aime pas parler de business partner dans la fonction RH, parce que pour moi, la fonction RH, elle est dans le business. Donc en fait, l'enjeu de la fonction RH, c'est justement d'être aujourd'hui, d'anticiper ces transformations. En tout cas, s'il ne peut pas les anticiper parce qu'elles bougent trop vite, c'est d'aider à les gérer, à les préparer et à passer les caps sur le sujet. Et donc en fait, l'enjeu des DRH, il est là aujourd'hui. Un DRH qui ne s'intéresserait pas à l'IA, qui ne mettrait pas les mains dedans, qui ne se posait pas la question de quelles sont les compétences de demain, qui ne s'intéresserait pas au sujet de la data, pour mieux piloter. En fait, il n'est pas sur les sujets de demain qui sont nécessaires. Alors après, il y a une façon de les traiter, il y a un degré dans lequel on peut rentrer dedans. Bien sûr que quand je suis DRH d'une ETI, d'une PME, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai pas de capacité forcément sur les sujets à aller loin, mais il y a plein de choses que je peux faire. Donc en tout cas, je pense que l'enjeu de la fonction RH, c'est d'être dans son rôle. Je trouve que parfois on veut réinventer le rôle de la fonction RH, on crée des concepts. Mais en fait, la fonction RH, elle est là pour accompagner les transformations, elle est là pour aider l'organisation à la fois se préparer, être prête et accompagner les collaborateurs dans ces dimensions. Donc, si elle ne s'intéresse pas à la data, si elle ne s'intéresse pas à l'IA, si elle ne s'intéresse pas au développement RH, alors parce que j'ai travaillé peut-être dans des grands groupes, mais le nombre de PME dans lesquelles la fonction de développement RH n'existe pas en tant que telle, on parle un peu de formation, bien sûr, mais du développement RH au sens d'une vision plus globale des compétences, de l'impact sur la stratégie, sur comment on y répond, comment on s'y prépare. En fait, ça me semble aujourd'hui assez crucial. Il ne s'agit pas de tomber dans des usines à gaz quand je suis dans une PME, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour y arriver. Donc je pense que l'enjeu de la fonction RH, c'est accompagner les transformations, être un rôle et un acteur sur le sujet. S'il y a bien quelqu'un qui doit prendre le lead sur ces enjeux-là, c'est la fonction RH là-dessus. Et puis, travailler son impact. En fait, ce que je fais dans ma fonction RH, quel impact ça apporte à l'organisation, au business, aux collaborateurs. Moi, j'avais une DRH avant qui me disait souvent, on a 3 enjeux dans la fonction RH sur lesquels on doit être. Est-ce que ce qu'on fait, ça génère du chiffre d'affaires ? Est-ce que ça améliore les conditions de travail sur le sujet? En fait, en tout cas, est-ce que ça sert notamment ces 2 dimensions-là? Je disais 3, mais en fait, les dimensions, est-ce que ça améliore la rentabilité? Est-ce que ça génère du chiffre d'affaires et ça développe l'entreprise? Ou est-ce que ça améliore les conditions de travail? Si ce que je fais ne vise pas à développer l'entreprise, à améliorer sa rentabilité ou à garantir des bonnes conditions de travail et saines pour tout le monde, peut-être que c'est des sujets sur lesquels je me fais plaisir, moi, en tant que RH, mais qui ne sont pas essentiels pour l'organisation. Ça fait le lien avec une question que je voulais te poser. Est-ce que vous traitez les nouvelles tendances RH? En tout cas, quand je pense aux nouvelles tendances RH, je pense à la semaine de 4 jours, à ces nouveautés qui sont testées dans quelques organisations aujourd'hui, qui ne sont pas démultipliées encore à l'échelle. Est-ce que vous avez un focus là-dessus en disant ça marche pas, on n'a pas assez de recul? Est-ce que vous traitez ça? Dans Pragma dans Pragma. Alors, on n'a pas de thématique cette année sur ce sujet-là. On pourrait avoir demain une thématique, en effet, sur l'aspect organisation du travail, sur lequel on pourrait venir se poser des questions par rapport à ça. Mais dans les thématiques, en tout cas, qu'on a posées cette année, cette thématique n'apparaît pas. Après qu'on ait des convictions, des avis, bien sûr. Mais en tout cas, dans les thématiques qu'on a cette année, c'est les 5 thématiques que je t'ai évoquées. Ok. Très clair. On va bientôt passer à la dernière partie de cette émission. Juste un mot, si on veut retrouver des infos sur Pragma RH, la page LinkedIn. La page LinkedIn de Pragma ou la mienne, toi, tout à fait. Ou on te contacte sur LinkedIn, Étienne Agenot, très présent pour ceux qui ne te suivent pas encore. Trop peut-être. Donc, non, on n'est jamais trop présent sur LinkedIn. Le Fast and Curious, c'est la dernière partie de cette émission. Donc, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est un moment de partage, Étienne, avec des questions que je vais te poser, des réponses les plus courtes et synthétiques possibles, mais surtout des éléments qu'on va après partager à nos auditeurs. Vous pourrez retrouver ça en descriptif du podcast avec tous les liens que tu vas
nous citer dans quelques minutes. La première question que j'ai pour toi, c'est si tu devais décrire le futur de la formation en un mot, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs ? Je dirais essayer. La notion du droit à l'essai que j'aime bien, qui est pour moi différent du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est on a pu se tromper, c'est pas grave. Le droit à l'essai, c'est d'oser. Je trouve que parfois, il y a des choses dans l'apprentissage. Justement, en fait, je reviens sur cet apprentissage par l'action et en faisant. En fait, il y a plein de sujets, parfois, on se retrouve dans des situations où les collaborateurs, ou même les managers, ou même moi, ça m'arrive de dire « Ah non, mais je sais pas faire, j'ai pas fait. » Ouais, mais en fait, ose, teste. En fait, moi, j'ai un mode de management qui est parfois compliqué à appréhender pour mes équipes, parce que je suis dans ce mode d'essayer. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à dire « Oui, mais il faut cadrer les choses avant, il faut les poser, il faut me donner les outils. » Non, essaye, teste, pose les choses. Et en fait, pour moi, c'est différent du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est fait, si tu te trompes, c'est pas grave. En fait, avant de se tromper, déjà, essaye. En fait, rien que la démarche de la mise en action, en fait, qui est pour moi importante. Donc, je pense que demain, en fait, la part de l'apprentissage en faisant et donc en essayant sera, en tout cas, fondamentale. Donc, essayer ou le droit à l'essai. Tout à fait. Voilà, très bien. Un outil de formation que tu souhaites nous partager ? Je vais parler de l'entraînement, pareil, de la mise en pratique. À l'Étincelle RH, on forme au recrutement. Et en fait, quand on forme les managers à l'entretien de recrutement, en fait, on leur fait vivre des vrais entretiens. Quand je dis des vrais entretiens, c'est pas une mise en situation avec un collègue. En fait, c'est des vrais entretiens. Alors, nous, on le fait avec des comédiens. Donc là, je dévoile un peu de notre secrète pratique, qui fait que les concurrents vont peut-être s'en embarquer, mais aujourd'hui on est le seul à le faire, en tout cas sur le marché, dans cette notion-là. C'est-à-dire qu'un manager qui vient se former au recrutement chez nous, il passe une journée à transpirer. Il a en face de lui un vrai candidat. C'est un comédien, mais c'est un vrai candidat. En fait, on ne voit pas la différence. Et tant que la mise en situation n'est pas terminée, le candidat, donc le comédien, est dans son rôle. Et en fait, on travaille des personas, on travaille... Et je trouve que parfois, pour des questions même budgétaires, on se dit « Mais non, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, on va faire la mise en situation entre nous. » Mais non, en fait, on est dans le fictif. Ce qui fonctionne, c'est apprendre en faisant. Et donc, pour ça, il faut le faire réellement. Et donc, il faut s'entraîner et se former en faisant. Un livre ou un podcast que tu recommandes ? Là, je vais faire une petite pub étincelle parce que je vais recommander Bande de Flippés. Bande de Flippés, c'est le podcast qu'on a créé il y a maintenant 3 saisons, qui est un podcast qui explore les peurs des DRH. Ça, c'est notre côté un peu psy de l'étincelle. Mais en fait, on vient écouter les DRH sur leurs peurs et sur comment ils y répondent. Ok, ça fait combien de temps tu disais que ce podcast ? Ça fait 3 saisons. 3 saisons, ok. Bande de Flippés qu'on vous recommande, je ne connais pas non plus, donc j'irai jeter un œil. Un blog ou un site qui t'inspire ? Je vais prendre un site qu'on avait d'ailleurs déployé à l'époque chez Eram, qui s'appelle Philonomiste. En fait, ça amène la philosophie en entreprise. Et je trouve que, oui, il faut passer à l'action. J'insiste depuis tout à l'heure sur le sujet, peut-être un peu trop, mais en tout cas, j'insiste sur cette notion-là. Mais il faut aussi parfois prendre du temps de recul et de regard extérieur. Et je trouve que la philosophie, en tout cas, nous amène à voir les choses sous un autre aspect, nous amène à faire preuve peut-être de plus de nuances dans un monde où la nuance n'existe plus beaucoup, où sur LinkedIn, on est tous dans des partis pris très tranchés sur le sujet. Et donc, je trouve qu'en tout cas, ce site, et puis qui peut derrière se déployer en entreprise, il est intéressant parce qu'en fait, là, on est vraiment sur uniquement enfin, c'est de l'article, hein, c'est du média, Philonomiste, mais ça permet en tout cas d'avoir une approche différente avec un angle philosophique. Et on peut les retrouver sur pas mal de salons. En tout cas, je les ai croisés récemment. Ouais, ils font des conférences aussi, ouais. Très intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Étienne ? Je crois que je l'ai pas mal dit depuis tout à l'heure, mais c'est à la fois la notion de construire. Moi, ce que j'aime, c'est créer des choses, mais en fait, plus que construire, c'est l'impact. En fait, je vais caricaturer quand je dis ça, et j'ai peut-être des DRH qui vont me tomber dessus, mais en fait, dans la fonction RH, je trouve qu'il y a 2 types de DRH. Il y a les DRH qui sont là pour le pouvoir, de la prise de décision, de je veux décider, et puis il y a ceux qui sont là pour l'impact. Ce qui les intéresse, c'est pas tant de décider. Bien sûr qu'ils ont un rôle de décision, mais ce qu'ils veulent, c'est que les décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils mettent en œuvre, elles aient un impact sur l'organisation. Et en fait, moi, ce qui m'anime quand j'accompagne une entreprise, quand j'accompagne une organisation, quand j'accompagne un manager, c'est que ce que je vais lui apporter ait de l'impact. Sinon, en fait, ça sert pas à grand-chose. Et c'est un très bon constat sur les 2 types de DRH, je te rejoins complètement. Qui est-ce que tu nous recommandes d'inviter dans le Learning Club, quelqu'un qu'on n'aurait pas encore eu ? Je vais faire le lien avec Philonomiste, parce que c'est une personne qui s'appelle Jules Vera, que j'ai rencontré chez Philonomiste. Il s'occupait du développement commercial. Et en fait, il a créé une start-up qui s'appelle Stoic, qui est une start-up liée à l'assurance sur la cybersécurité, qui est une start-up en pleine croissance. Et je suis épaté par la culture d'apprentissage qu'il a su développer, la façon dont il appréhende les étapes. Sa start-up est en train de se développer dans plein de pays.
c'est quelqu'un que je trouve d'épatant. À la fois dans la simplicité qu'il a d'approcher les choses et l'humilité, et à la fois dans ce qu'il est en train de construire, et la façon dont lui appréhende même son apprentissage, son développement des compétences, et la culture qu'il est en train de créer avec Stoic. Et donc, assurance dans la cybersécurité, si je comprends bien, c'est on assure les failles de sécurité potentielles. Ok, très clair. Donc ça existe aussi, ce type d'entreprise. Et ça se développe. Okay. Et on est en plus sur un sujet où les compétences de demain, sur ce type de sujet, sont en plein développement. Ouais, et très suivi dans les grandes entreprises notamment. Merci Étienne d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Ravi d'avoir pu vous partager Pragma RH. Les RH qui se retroussent les manches. Si les RH aux manches retroussées. Aux manches retroussées, exactement. C'est un peu long, je sais. Ouais. En tout cas, c'était top et on est ravis d'avoir passé ce moment avec toi. On est ravis aussi, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, de partager avec nous tous les éléments que vous voulez en descriptif de ce podcast. Vous pouvez aussi mettre une note, si vous le souhaitez, sur Spotify ou Deezer. Et puis, on peut te retrouver sur LinkedIn, si j'ai bien compris. Donc, de temps en temps. Merci à tous et bonne journée, Étienne. Merci Clément.